Bonjour, alors je vous propose dans cette vidéo d'aborder les perspectives du secteur pétrole-gaz et de l'énergie en général dans le contexte actuel de ralentissement économique et d'une situation où à moyen terme on devrait se diriger vers une récession aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, de voir si ça a beaucoup d'implications négatives. Et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle stratégie, quel comportement on peut adopter vis-à-vis de ce secteur pétrole-gaz. Alors, je fais cette vidéo en fait après avoir mis à jour ma formation sur le secteur pétrole hors matières premières, la grande formation que je propose sur Esprit Argent. Donc vous aurez un lien pour consulter évidemment en dessous de cette vidéo toutes les informations sur cette mise à jour, sur cette formation. Si vous voulez, si elle vous intéresse, si vous voulez l'acheter, un petit conseil quand même, attendez qu'il y ait l'opération Black Friday sur Esprit Argent. Je devrais pas vous dire ça, mais voilà, j'ai pas envie que vous payiez à plein prix alors qu'il va y avoir très prochainement des codes promo qui vont être publiés dessus. Donc attendez un petit peu et dès qu'il y a les codes promo, vous pourrez évidemment vous y intéresser. Donc je vais rappeler quand même quelques fondamentaux du secteur. On est loin d'avoir épuisé le potentiel haussier de long terme sur le secteur pétrole-gaz. Je vous montre juste deux graphiques. Ici, on a le ratio entre l'indice SP500, entre l'indice des valeurs pétrolières mondiales, donc Dow Jones World and Gas Index et le Wilshire 5000, donc l'indice général des valeurs américaines. Bon, vous voyez qu'on a effectivement remonté un petit peu depuis le creux de la fin de l'année 2020, mais on est encore très très loin des plus hauts de la période 2007-2010, même si on ne faisait que regagner 50% du terrain perdu. Le potentiel de hausse reste immense sur les années à venir. Si on regarde la part de marché, c'est-à-dire la capitalisation du secteur pétrole-gaz aux États-Unis par rapport à la capitalisation totale du S&P 500, on a remonté aussi, on est passé de 2% en pondération jusqu'à 5,1% aujourd'hui, mais là aussi on est encore très très loin du haut de cycle précédent qui avait été atteint en 2008, où on avait atteint 16% de capitalisation sur le S&P 500. Là aussi, si on doublait la pondération pour rejoindre en partie les plus hauts du cycle précédent, on arriverait à 10%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un potentiel de hausse très important. Je vous rappelle aussi les déterminants de long terme qui font que je suis très optimiste sur le secteur pétrole-gaz. Je dis bien à long terme, à court moyen terme c'est plus délicat. Donc ces déterminants ils sont connus, on a évidemment la demande croissante des pays émergents, la Chine, l'Asie du Sud-Est, la zone Asie en général, mais il y a aussi l'Amérique latine, l'Afrique du fait de sa croissance démographique. C'est encore plus vrai pour le gaz parce que on a un phénomène de transition du charbon vers le gaz de la part des pays émergents qui accèdent à des niveaux de revenus plus élevés et qui veulent une meilleure qualité de l'air. Le gaz émet extrêmement peu de polluants, de particules fines, de dioxyde de soufre, etc., contrairement au charbon. Même s'il émet du CO2, mais le CO2 n'est pas un polluant, quoi qu'en disent les extrémistes écologistes qui sont affolés par l'idée qu'on aurait 1 ou 2 degrés de plus tard. Ça c'est un faux problème. On a ensuite en déterminant le peak oil conventionnel, alors je dis bien peak oil conventionnel, ça veut dire que les réserves de pétrole classiques, on a sans doute consommé plus de 50% de ces réserves aujourd'hui, on découvre de moins en moins de nouveaux champs conventionnels. Donc ça demande, pour compenser une part croissante du pétrole non conventionnel, c'est-à-dire les shale oil, les sables bitumineux, etc., ou d'autres sources de pétrole lourd pour compenser le déclin du pétrole conventionnel. Et ce pétrole non conventionnel, il est plus cher à extraire et à valoriser que le pétrole conventionnel. Donc ça tire à la hausse évidemment les prix. C'est pas pour ça qu'on se dirige à horizon de 10-15 ans vers un épuisement des ressources en pétrole. Il y a on va dire il y a Jean Covici, et ça c'est le grand dada de Jean Covici de dire qu'on a passé le peak oil global. Il se base donc Jean Covici, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un champ de pétrole de sa vie et qui est autoproclamé expert du secteur énergie. Il se base dans ses calculs ou dans ses rapports sur une autre société
qui n'a également jamais mis les pieds sur un champ de pétrole de sa vie, qui n'a jamais certifié une quelconque réserve, qui s'appelle Rystad Energy, sont des spécialistes du big data, donc ils récupèrent des données qu'ils analysent informatiquement, mais sont absolument pas des experts du secteur pétrolier. Donc les analyses qu'ils produisent, Jean Covici comme Rystad Energy, ça ne vaut, à mon avis, pas grand-chose. Vous pouvez regarder par exemple les offres d'emploi, c'est assez amusant sur Rystad Energy. Leur offre d'emploi qui est censée le plus être en relation avec le secteur pétrolier, c'est-à-dire un analyste exploration et production sur le golfe du Mexique, ce qui demande en qualification c'est simplement un diplôme universitaire dans un secteur comme les mathématiques, l'ingénierie, l'économie ou la technologie de l'information. Bon, absolument aucun rapport avec le pétrole, mais bon, peu importe, grâce à ça, il s'autoproclame ensuite expert en exploration et production pétrolière. Bon, j'arrête cette digression. Par contre, j'ai vu quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux que Jean Covici de la part de cet auteur, David Messler. Alors lui, par contre, c'est un tout autre niveau, c'est un vrai expert. J'ai regardé ses articles, ses analyses. C'est un vrai expert du secteur pétrolier. Il sait ce que c'est qu'un champ de pétrole, il sait ce que c'est qu'un forage. Et il estime, avec des arguments convaincants, que la production de shale oil américain pourrait être proche d'un pic, ou en tout cas qu'on a épuisé les meilleures parties des gisements et que par la suite l'extraction va devenir de plus en plus coûteuse et de plus en plus difficile. Et là, c'est pas un écologiste, un fanatique du GIEC ou du climato-alarmiste qui parle, c'est quelqu'un qui propose des analyses sur des tas de sociétés pétrolières avec des recommandations d'achat parfois d'ailleurs. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance et dans tous ces arguments, il y a du solide. Si on regarde l'évolution de la production de pétrole, de pétrole de schiste américain, de shale oil, vous voyez qu'on a depuis quand même quelques mois un espèce de plafond. En tout cas, ça monte beaucoup moins vite, malgré une hausse du nombre de forages. Et on voit que le rythme de hausse actuel de production, il est quand même moins dynamique que ce qu'il était sur la période 2012-2015 ou même sur la période 2017-2020 avant Covid, alors qu'on a des prix de pétrole très élevés qui devraient vraiment stimuler les entreprises à faire beaucoup de forages, à développer massivement leurs champs. Donc il y a quand même, il semblerait que ce que dit ce monsieur Messler soit corroboré en grande partie par ce qu'on observe en ce moment. Donc ça, je voulais juste vous en faire part, c'est un facteur de plus en faveur d'un manque d'offres de pétrole sur les années à venir et de prix plus tendus. L'autre argument qu'il faut prendre en compte, c'est que les gros potentiels aujourd'hui d'accroissement de réserves dans le monde, ils se trouvent sur 3 pays, c'est la Russie, le Venezuela et l'Iran. Et ces 3 pays qui ont des problèmes significatifs en ce moment. La Russie, évidemment, puisqu'on a on va dire toutes les collaborations qui existaient avec les pétroliers occidentaux qui apportent de la technologie, qui apportent des capitaux, donc qui sont capables de développer des gros champs, sont en train de prendre fin. Donc les sanctions vont peut-être s'arrêter, ça va peut-être repartir ensuite, mais ça va prendre des années. Ce conflit, il va clairement impacter le potentiel de production de la Russie, au moins sur les 5 ans à venir. On va pas redévelopper comme ça du jour au lendemain des champs, reprendre des collaborations, etc. Le Venezuela, il y a toujours des sanctions en cours. Si ces sanctions s'arrêtent, il va falloir que là aussi que les majors pétroliers recommencent à investir dans le pays, reprennent confiance. C'est un processus qui va prendre des années, et l'Iran aussi. Donc sur les 5 prochaines années, en tout cas 5-7 ans à venir, je vois mal ces 3 pays voir leur production exploser à la hausse et compenser une demande croissante. Donc là aussi on a un potentiel de tension, et évidemment on a la décennie de sous-investissement jusqu'en 2021 en exploration, développement de champs de la part de tous les pétroliers à cause de prix bas persistants.
On pourrait ajouter comme facteur supplémentaire toute la thématique ESG en cours qui font que les banques sont plus réticentes en ce moment à accorder des prêts aux compagnies pétrolières sur l'exploration-développement. C'est pas forcément très grave parce que de toute façon les compagnies pétrolières ont reconstitué leurs réserves de trésorerie, elles vont être capables d'investir par elles-mêmes, mais ça peut être un petit facteur limitant quand même, on va dire sur à peu près les 2 ans qui viennent. Donc ça, c'était pour les perspectives optimistes. Maintenant, il y a à plus court terme, vous avez sans doute remarqué que la réalité est différente. Si on a une récession aux États-Unis et en Europe, on aura une baisse temporaire de la demande en pétrole sur ces 2 zones à forte consommation. Ça peut être vrai aussi sur les pays développés d'Asie. Le prix du pétrole a rechuté, vous voyez qu'on était à 125 $ au pic inflationniste de mai-juin 2022, on est maintenant en dessous de 80 $. Les futurs sur le long terme, ils continuent d'anticiper des niveaux de prix à 60-65 $, on voit très bien sur ces courbes de futurs. Donc si on a une récession sur les trimestres qui viennent, on pourrait tout à fait voir le baril rejoindre des niveaux de support de long terme aux alentours de 60-65 $, rejoindre tout simplement les niveaux de cours qu'on avait sur la période 2018-2019. Ça n'a rien d'extraordinaire d'envisager cela. Après, on repartirait sans doute à la hausse vu tous les facteurs que je vous ai détaillés précédemment, mais il y a ce problème de baisse temporaire du prix du pétrole. Alors ce problème-là, il peut impacter clairement le cours de compagnies pétrolières productrices, notamment les small mid caps qui sont pas diversifiés du tout vers l'aval et l'amont, qui ne font que de la production pétrolière ou gazière. On a des exemples, vous voyez par exemple Morel et Prom ici, qui sur la dernière vague de baisse par exemple, dernière petite vague de baisse du pétrole, a vu son cours passer de 4,80 à 4 €. C'est une valeur que j'analyse dans la mise à jour avec une opinion positive sur le long terme. Elle a énormément amélioré la structure de son bilan, elle s'est bien désendettée, donc c'est vraiment, j'ai une bonne vision sur cette valeur, mais c'est sûr que si le pétrole venait à rejoindre la zone des 60 $ dans un contexte de marché baissier en plus général sur les actions, on pourrait tout à fait voir le cours de Morel et Prom temporairement baisser sensiblement, rejoindre par exemple 3 € avant de repartir à la hausse. C'est valable aussi sur une bonne valeur gazière comme Seplat. Vous allez tout de suite voir le graphique, on a une baisse sensible du cours de Seplat depuis on a eu le pic inflationniste d'avril-mai et après vous voyez que ça, là aussi ça repart à la baisse. Alors si vous êtes un investisseur positionné à long terme, à horizon de 3-5 ans, c'est pas très gênant. Bon, vous allez accepter de perdre temporairement 30% sur vos investissements actions avant de regagner beaucoup plus et de voir le cours bien plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Malgré tout, c'est quand même désagréable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela, tout en restant quand même en partie investi sur le secteur pétrole-gaz? Alors, il y a des solutions. Je vais vous proposer quelques idées quand même qui pourront vous aider pour la suite. Il y a de toutes les valeurs pétrolières que j'ai pu analyser, de celles qui ont complètement résisté à la dernière vague de baisse, j'ai retrouvé régulièrement 2 critères. Il faut que ce soit une valeur qui ait une trésorerie nette importante, qui couvre une part importante de la capitalisation boursière. Donc ça fait un parachute à la baisse parce qu'on se dit, bon, même si le pétrole baisse et que cette valeur gagne moins d'argent pendant quelques trimestres, il y a toujours le cash qui est détenu dans les caisses qui a de la valeur. Et on a ensuite le dividende versé, le fait qu'une valeur verse un dividende régulier, surtout si ça n'est qu'une petite partie des cash flows, ça procure une garantie de cours assez forte, et je le vois sur plusieurs valeurs que je propose dans la formation. Je vous donne un exemple, que vous connaissez tous parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans
dans les vidéos que je fais sur Esprit Argent, c'est l'action Total Gabon qui cumule les deux facteurs. Donc Total Gabon, elle a une trésorerie nette très importante puisqu'elle couvre quasiment aujourd'hui toute la capitalisation boursière. On doit être à peu près à 160 euros après le détachement du dividende de trésorerie nette par titre, et elle verse des dividendes considérables. Le dernier coupon qui a été détaché, bon, c'était un dividende exceptionnel, mais malgré tout, on a eu un dividende de plus de 56 euros par action. Donc si on regarde le cours de Total Gabon ajusté du dividende, vous voyez qu'on a une tendance haussière extrêmement régulière, extrêmement puissante, et que même sur 2022, si on fait un zoom sur la période récente, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Bon, vous voyez que sur l'année 2022, on est aussi en tendance haussière et on n'a quasiment pas baissé sur cette valeur Total Gabon, à l'exception des toutes dernières séances où on a une petite correction. Donc voilà pour ces deux critères qui sont vraiment importants. Je pense que si vous voulez investir des valeurs pétrolières en ne subissant que très peu ou en diminuant fortement le risque d'une correction à court moyen terme, intéressez-vous à ces deux critères qui sont valables aussi pour des valeurs non pétrolières d'ailleurs. La trésorerie nette qui est détenue dans les caisses, le fait que la valeur soit totalement désendettée et qu'on ait un dividende versé important qui offre là aussi un parachute au risque de baisse. Par contre, vous pouvez, parce qu'on peut pas avoir tout, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on peut accepter en contrepartie un risque géopolitique en diversifiant les pays. À ce moment-là, en fait, vous échangez le risque de marché, qui est un risque un risque élevé ou quasiment certain de voir les marchés baisser, en contrepartie d'un risque géopolitique qui est plus faible, surtout si on diversifie les pays, comme je vous le disais. Donc voilà pour ces quelques remarques. Maintenant, l'autre façon de se protéger contre un risque de baisse des cours, c'est de ne pas investir seulement sur le secteur production, mais de s'intéresser au secteur aval et au secteur amont. Alors, sur le secteur aval, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des marges de raffinage très élevées à cause du conflit Russie-Ukraine. À partir de décembre, il y aura interdiction d'importer tout pétrole russe en Europe. Et à partir de février, on aura interdiction d'importer des produits raffinés, des produits pétroliers raffinés en Europe. Ça veut dire que les raffineries russes vont être hors du marché européen et ça va encore plus favoriser les raffineurs européens et potentiellement mettre la pression sur les marges de raffinage. Alors c'est pas bon pour le consommateur final évidemment, mais pour ceux qui ont des actions de raffineurs, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si on regarde les marges de raffinage, ce qui se passe actuellement, bon, vous voyez que les marges de raffinage en 2021, on était à 14 euros par tonne. Sur les années précédentes, bon, vous avez les fourchettes entre 2011 et 2021, donc vous voyez qu'on était entre 14 et 45 euros la tonne, la moyenne étant dans la zone 20-30 euros la tonne. Cette année, donc vous voyez les marges de raffinage qui sont réalisées en ce moment, hein, on est au-dessus de 70 euros la tonne de façon régulière depuis le mois de mars, et même si elles ont baissé un petit peu au mois de novembre, temporairement peut-être, on garde des marges de raffinage tout à fait élevées en Europe en ce moment, malgré le contexte de désinflation en cours qui sont bien supérieures au normal historique. Donc les raffineurs actuellement, ils gagnent énormément d'argent à des niveaux qui sont là aussi sans précédent historique et ils restent à des niveaux de valorisation qui sont bas. Donc on peut s'y intéresser, j'en propose 3 dans la formation, mais il y a vraiment je pense, une opportunité sur ce secteur et qui permet de se décorréler un petit peu du risque de baisse des prix pétroliers. On a le secteur de la distribution de produits pétroliers aussi, qui est peu sensible à la conjoncture. Il y a une valeur en France qui est tout à fait intéressante, dont les prix sont complètement anormalement bas, alors qu'elle a retrouvé ses niveaux de profitabilité d'avant-crise du Covid, que c'est même un peu amélioré par rapport à avant-crise du Covid. Et son cours, il est à peine plus de la moitié de ce qu'il était avant la crise du Covid. Alors la distribution... c'est quelque chose qui varie très peu. Si on a une grosse récession, la consommation de pétrole, elle va baisser peut-être de 2 ou 3%. Le cas le plus extrême, c'était le Covid au cœur des confinements. On a une baisse peut-être de 7%. Mais sur une forte récession type 2008-2009,
ça n'avait pas baissé de plus de 2%. Donc il y a vraiment peu de sensibilité. C'est un secteur qui est solide, ce secteur de la distribution. Après, on a le secteur amont. Faut vous dire que les compagnies pétrolières, elles ont reconstitué en grande partie leur trésorerie, qu'elles accumulent en ce moment, même avec des prix du pétrole à 75-80 $, elles accumulent de très gros cash flow, elles reconstituent leur trésorerie à grande vitesse. Donc elles vont relancer leurs dépenses d'exploration et production dans les années qui viennent. Et ça, c'est intéressant parce que on a beaucoup d'entreprises du secteur amont qui sont encore à des niveaux de cours décotés. Alors, on a différents niveaux de risque. Le niveau de risque le plus élevé étant sans doute la pétrolière, la parapétrolière CGG, mais qui a des arguments à faire valoir. Et après, bon, il y a d'autres sociétés qui proposent des niveaux de risque moins élevés, avec un peu moins de potentiel du coup, qui sont moins volatiles, mais qui là aussi sont intéressantes, dont je parle dans la formation. Maintenant, si vous voulez intégrer des pétrolières qui sont sensibles au risque de baisse, type Morel et Prom ou Seplat, parce qu'elles ont un gros potentiel à long terme, vous pouvez le faire. La stratégie, c'est de faire du dollar cost average sur à peu près 18 mois. Donc vous allez investir une somme fixe chaque mois ou chaque trimestre pendant 18 mois pour lisser l'effet des variations de marché. Et en investissant ainsi une somme fixe comme ça pendant 18 mois, vous avez de grandes chances de capter le creux du marché, de capter en partie les prix bas qui vont avoir lieu si la correction se produit, et d'avoir au bout de 18 mois une ligne complète qui sera prête pour le rebond, la hausse de long terme du secteur pétrolier. Voilà pour ce point sur le secteur pétrole-gaz. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien vers ma formation pétrole-gaz que je propose sur Esprit Argent.